d'un visa à long séjour en tant qu'étudiant. Sauf que la formation ne va pas se faire parce que l'école ou l'université, effectivement, renonce à vous proposer cette formation compte tenu du manque réduit d'effectifs. C'est ça, hein. Voilà. Mais dans ce cas de figure, vous devez chercher une autre université. Vous devez, parce qu'il faut absolument produire, pour le renouvellement, il faut produire une carte d'étudiant. Il faut produire les relevés de notes, donc ça vous oblige effectivement à faire votre formation. Donc quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, vous avez l'obligation de trouver une autre université qui, elle, va vous permettre effectivement de pouvoir vous maintenir sur le titre étudiant. Donc il ne faut pas rester là en disant mon école ne me propose rien. Et non, vous êtes venu faire des études, il faut absolument le faire. Si ce n'est pas possible avec eux, il faudrait effectivement, par contre, vous écrivez toujours à la préfecture en le disant compte tenu du fait que l'université renonce, et là il faut obliger l'université à vous produire. Il ne faut pas qu'on vous le dise oralement. Ici, je vais vous dire, en Afrique, on a un peu en mode, on le dit oralement. Ici, ce qui est dit oralement ne compte pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. C'est vous dire que quand l'université vous dit qu'elle ne peut pas, effectivement, vous proposer la formation initiale, il faudra qu'elle le mette par écrit. Et donc, en ce moment-là, vous vous rapprochez d'une autre université et quand vous allez faire votre demande de renouvellement avec la nouvelle université, vous allez produire ce courrier-là et l'administration va comprendre pourquoi à l'initiative vous étiez censé partir dans telle formation qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans une autre. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Vous avez la possibilité de changer de formation. Et même si ce n'est pas l'université qui renonce à vous la proposer, que vous-même en cours d'année, vous estimez que ça ne vous convient pas, vous avez toute l'attitude également à changer de formation. Mais faites en sorte vraiment que ce ne soit pas considéré comme un manque de sérieux dans les études, parce que c'est tellement que vous changez en fin d'année et qu'on sait bien qu'un trimestre d'une formation ne vous permet pas de valider une année. Donc ça, c'est pas marque, c'est pas intelligent. Vous terminez l'année et puis l'année d'après, vous repartez sur une autre formation. Là, je reviens sur le fait qu'on autorise le redoublement. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas redoubler, mais on autorise le redoublement. Un redoublement, ça va. Mais 2, 3, ça commence à être inquiétant. D'accord ? Oui. Il y a combien de questions, s'il vous plaît? Allez-y d'abord. Ma question ressemble un peu à la sienne. C'est dans ce cas, on est des étudiants, il y a des étudiants qui arrivent et qui ne sont pas au courant des droits différenciés. Des communes sont divisées au conditions, des communes sont divisées, etc. Et des fois, on se retrouve dans des cas où on ne sait pas où trouver ses enfants à payer. Parce que sinon, si tu n'étudies pas disons cette année, l'année prochaine, tu auras du mal à renouveler ton titre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'il y a vraiment des étudiants qui galèrent avec ça. Bon, après, il faut savoir que l'administration n'est pas, la préfecture n'est pas comptable de vos difficultés financières. On estime que quand vous arrivez ici, vous êtes en mesure de pouvoir vous financer votre formation. Donc, le fait de dire qu'on n'est pas renseigné sur le montant de la formation, c'est un argumentaire qui ne passera pas au niveau de la préfecture. C'est-à-dire que c'est à vous, effectivement, quand on vient dans les pays étrangers, de s'assurer si on est en mesure, en droit, de faire sa formation. Quand l'université vous accepte dans les cas de la Campus France, je suppose qu'elle vous informe clairement de combien vous devez payer. Enfin, ça m'étonne qu'on découvre le montant de sa formation ici. Même pour vous dire que si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça va être... peut-être qu'il faut voir avec les universités. Je pense qu'il y a des universités, effectivement, qui mettent des échéanciers comme ça avec les étudiants pour pouvoir payer petit à petit leur formation et qui vous autorisent à vous inscrire en prenant l'engagement d'accepter votre candidature. Bon, on parle de prêt aussi, mais je suppose que quand on est étudiant étranger et quand on vient, même s'il y a des banques qui financent des formations, une fois sur deux, c'est très rare que vous remplissiez les critères, sauf à obtenir une personne qui peut se porter caution. Donc si vous avez des membres de la famille, bon, je pense que moi je déconseille le cautionnement parce que c'est des risques à prendre, mais en général, si vous avez de la famille, genre une personne qui est à peu près bien placée, qui est sur le territoire français, qui veut bien vous cautionner, vous avez la possibilité de prendre un prêt à la banque pour pouvoir financer votre année, le temps de trouver un travail pour rembourser. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes en urgence, moi je vous conseille dès le début de trouver très très rapidement un contrat de travail en CDI
et de vous rapprocher de la banque pour leur demander de vous financer vos études moyennant remboursement avec le salaire que vous allez obtenir. Voilà. Donc il ne faut pas rester là comme ça à rien faire. Donc on propose pour réussir le capitule, on se rapproche de l'université, on leur explique la difficulté. On a des services sociaux dans les universités, vous allez voir l'assistance sociale de la fac, vous lui indiquez votre difficulté, vous proposez un échéancier, et je pense que l'université peut accepter effectivement de vous prendre en formation, ou si c'est compliqué, vous trouvez rapidement un travail, vous allez voir la banque, et on a aussi des structures comme Adi, Adi je pense que c'est des jeunes entrepreneurs qui financent, mais essayez de trouver un financement à l'extérieur pour pouvoir financer vos études. Voilà. Et ça se passe comment avec le permis de conduire? Oui. Alors le permis de conduire en tant qu'étudiant, alors pour des personnes qui ont un permis de conduire au pays avant de venir, en tant qu'étudiant, vous avez le droit d'utiliser votre permis étranger pour conduire. Mais ça, c'est tant que vous êtes étudiant. Une fois que vous changez de statut, l'année de changement de statut vous oblige à changer votre permis. Voilà. Donc je pense que j'ai appris qu'il y avait une réforme là récemment qui vous obligeait à refaire le code ici pour avoir un nouveau permis français. Justement, voilà. C'est la raison de ma question. Voilà, donc effectivement, ça veut dire qu'en gros, ce qu'on retient de cette information, c'est qu'une fois qu'on change de permis, vous n'êtes plus autorisé à utiliser votre permis étranger. Sauf à repasser un permis ici en France pour pouvoir être autorisé à conduire. Sinon, vous tombez sous le coup de la loi. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, je vois bien. En fait, c'est que vous êtes au pays, vous faites la démarche, un an se propose, une connaissance propose effectivement de monter votre dossier. Vous obtenez le visa long séjour, vous venez. Dans ce cas de figure, c'est pour le renouvellement, la préfecture va vous demander vos relevés bancaires. Parce que là, elle va regarder, elle a besoin de voir la trace du virement sur le compte. Bon, dans ce cas de figure, comme c'était un caution ou un garant en papier, c'est sûr que naturellement, il ne vous aurait pas versé ces sommes-là. Mais vous avez quand même tout intérêt à trouver une solution par rapport à ça. Ce qui veut dire que quand vous arrivez et qu'effectivement le garant ne vous a pas versé cet argent-là, vous trouvez un travail. Alors ça veut dire dans les premiers mois, on peut ne pas avoir de ressources, mais si au moment du renouvellement, vous produisez un contrat de travail de 964 heures dans un CDI ou même un CDD, qui correspond effectivement au montant, vous pourrez produire ces bulletins de salaire-là pour justifier de vos ressources, effectivement dans le cadre du renouvellement du titre de séjour. Mais si vous arrivez en préfecture sans aucune trace, aucune écriture sur votre relevé de compte qui justifie vos ressources, ça va être très compliqué. Par contre, il y a la possibilité effectivement de justifier par un garant ici. Vous trouvez une personne, une connaissance ici qui veut bien attester qu'elle vous prend en charge. Et dans cette personne, par contre, cette personne doit être solvable. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui est au RSA ou autre, ou qui n'a pas de revenu, qui est au chômage pour vous faire caution. Non. Vous n'avez pas de revenu parce qu'on ne vous l'a pas versé, mais vous trouvez une connaissance qui fait l'attestation, je sous-signe, on va dire, avoir en charge monsieur, et donc on va lui demander ses bulletins de salaire, son avis d'imposition, trouver quelqu'un de solvable pour justifier votre défaut de ressources au moment du renouvellement. Donc il justifie qu'il s'est occupé de vous et il justifie que pour l'avenir, il s'occupera de vous également. Et bon, par contre, trouvez quand même un CDI. Voilà. Parce que cette personne-là, effectivement, imaginez qu'elle change d'avis. Il faut se projeter quand on est ici. Il ne faut pas attendre les fins de moment de renouvellement pour commencer à régulariser de ce côté-là. Si vous avez d'autres questions, je vous assure que c'est très coûteux de trouver un avocat. C'est sûr qu'étant étudiant, donc vous avez la possibilité de poser vos questions. Allez-y, lâchez-vous, au moins que vous n'ayez pas peur. Oui. Merci pour votre présentation. Moi, je reviens ici en 1960.
si par exemple les ustensiles, quand on regarde de 18 heures ou de 20 heures, et que parfois, là où je travaille, on me demande de faire des exercices. Et si par exemple, la personne dépasse les 60 heures, est-ce que ça constitue un problème? Et aussi, pendant les vacances, donc, est-ce que l'étudiant peut travailler plus de 20 heures? Alors, pour le 900, alors, ce que j'ai compris, c'est que vous avez un contrat de 18 heures. Hein, par exemple, vous avez un contrat de 18 heures et qu'on vous demande de faire des heures sup. Les 964 heures, c'est pas annuel. Hein. Ça, c'est le principe, c'est annuel. Si vous avez un contrat de 18 heures, ça m'étonnerait que vous atteigniez les 964 heures. Et même si vous faites des heures sup, ça m'étonnerait que vous atteigniez les 964 heures. Par contre, ce qui est un peu problématique, c'est pendant les vacances, parce que pendant les 2 mois de vacances, en général, on peut passer en CDI à temps plein. Ça, c'est un régime dérogatoire. Donc, si c'est que pendant les vacances scolaires que vous avez fait effectivement d'heures sup, il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Mais parce que le bulletin de salaire, de toute façon, on verrait que on verra, c'est quoi, c'est 25 heures, je ne sais plus comment vous faites. Enfin, ça fait longtemps que j'étais à la fac, je ne sais plus CDD ou de... Mais je ne sais plus combien vous faites, c'est combien par mois d'heures à faire sur les 20 heures. Par exemple, on voit 25 heures, 27 heures, 30 heures, 31 heures. Hein, et de façon pérenne comme ça, effectivement, on se pose la question. Mais si on voit un 18 heures, un 20 heures, assez cohérent comme ça, et qu'en vacances, on se retrouve avec un 31, 35, ça, c'est dérogatoire, ça se comprend. Voilà. Et comme je dis, il faut éviter de se retrouver officiellement à 964 heures. Il faut voir avec l'employeur, effectivement, s'il y a possibilité de le faire en DME. Bon, je suis enregistrée, je ne dirai pas le nom, mais voyez avec votre employeur pour éviter que tout ça soit officiel. Voilà. Il y avait une question. Ouais. Je voulais savoir, quand on est primo-arrivant, est-ce qu'il y a un délai qu'il faut observer pour avoir pour faire son job étudiant? Le job étudiant? Ouais. Non. De toute façon, vous venez avec un visa long séjour qui vaut titre de séjour et qui vous autorise à travailler. Alors, si vous êtes malin, peut-être déjà en étant au Sénégal, vous demandez quand même aux petits amis, aux connaissances de vous chercher quelque chose. Dès que vous arrivez sur ce territoire-là, le premier réflexe, c'est de faire valider. Vous avez 3 mois pour faire valider votre visa long séjour. Donc, le premier réflexe, c'est ça. Mais à partir du moment où vous êtes sur le territoire français, vous êtes autorisé à travailler. Donc, il n'y a pas de délai. Vous pouvez travailler tout de suite. Si vous avez la chance, bon, 1 fois sur 2, vous ne travaillez pas tout de suite parce qu'il faut quand même le chercher, ce travail-là. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes autorisé à travailler. Voilà. C'est pour ça que pour des personnes qui n'auront pas de ressources parce que ce serait un garant en papier, bah, quand on arrive, on court tout de suite aller chercher un travail pour pouvoir justifier de ses ressources. On va juste prendre 2 dernières questions. Une question? Oui. Donc moi, ma question, c'est sur un cas un peu personnel. Donc j'étais en alternance l'année dernière. Du coup, je devais renouveler mon titre de séjour. Donc j'ai commencé 2 mois avant que le titre soit expiré, en novembre. Du coup, je n'avais pas reçu de prolongation d'instruction jusqu'au mois d'avril. J'ai reçu une première prolongation d'instruction. Elle est expirée, j'ai reçu une deuxième prolongation d'instruction qui est expirée en mois d'août. Et depuis lors, je n'ai pas reçu de prolongation d'instruction. Donc, du coup, mon contrat d'alternance, il devait le suspendre. Mais j'ai quand même pu négocier avec l'entreprise pour continuer jusqu'en fin septembre. Et jusqu'alors, je n'ai pas eu de réponse de la part de la préfecture. Ils ont bouclé la première demande sans mot. Donc, j'ai fait une autre demande depuis août. Donc jusqu'à présent, là, j'ai pas de titre de séjour. Donc, et je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire parce que j'ai fait 2 mois à l'avance et en même temps, j'étais en contrat d'alternance pour mon master 2 et j'ai quand même pu soutenir en début du mois de septembre. Et jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. À chaque fois que j'envoie des mails ou que je pars à la préfecture, on me reçoit pas en me disant qu'on va vous répondre par courrier, mais j'ai pas de réponse. Donc ça m'embête un peu dans la mesure où quand j'ai fini mon contrat d'alternance, je devais continuer avec l'entreprise, mais j'ai pas de titre de séjour et depuis le mois d'août, ils m'ont laissé comme ça travailler et ils n'ont plus ce droit. Donc là, tout récemment, j'ai reçu un mail pour me demander mes documents avec mon diplôme. J'ai tout renseigné, mais jusqu'à présent, pas de réponse. Donc, j'aimerais vraiment savoir quelles sont les démarches que je dois faire de mon côté ou bien qu'est-ce qui pourrait bloquer le dossier parce que
je suis pas, j'ai déjà un logement, donc j'ai une attestation de logement qui est valable. Donc au niveau des ressources aussi, c'est un contrat d'alternance, donc j'ai des ressources qui justifiaient. Je pense que à mon avis, c'est plus de votre ressort, c'est du ressort de la préfecture qui instruit votre dossier. Vous êtes sûr qu'on n'a pas classé votre demande sur votre plateforme ANEF, non? Non, la première demande, elle a été classée. Ils ont ensuite, du coup, j'ai réouvert une autre demande depuis le 2 août. Mais jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Et en même temps, chaque matin, presque, j'envoie des mails, j'ai pas de réponse. Oui, et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au niveau de l'entreprise, ils m'ont laissé quand même travailler jusqu'à la fin du contrat, 29 septembre. Je devais continuer avec eux, mais finalement, ils n'ont pas voulu parce que j'ai pas de titre de séjour. Donc, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Que, bon, si vous avez déjà écrit à la préfecture qu'il n'y a pas de réponse, en général, quand on a ce genre de dossier-là, c'est-à-dire qu'on écrit à la préfecture pour leur demander pourquoi ils ont rejeté. Parce que pour nous, en cas de silence de la préfecture pendant 4 mois, ça équivaut à un rejet. Oui. Ça, c'est le principe. C'est un rejet. Donc nous, ce qu'on fait, ce qu'on appelle le rejet implicite. On écrit à la préfecture pour leur demander de motiver le rejet implicite. En ce moment, elle répond et elle vous dit non, c'est ton instruction, voilà la raison pour laquelle nous avons rejeté. Mais dans votre cas de figure, on fait ce qu'on appelle un référé mesure utile, c'est-à-dire qu'on saisit le TA, c'est une procédure qui dure 3 semaines, on saisit le TA et on demande au juge d'obliger la préfecture à instruire le dossier. Dans ce moment-là, et puis après avec condamnation derrière, un article 700 et le dommage et intérêt pour tout le préjudice que vous subissez et que vous êtes en train de subir en ce moment. Donc moi, je pense que dans votre cas de figure, il faut peut-être commencer à judiciariser ça. Vous êtes étudiante, vous avez droit à l'aide juridictionnelle, vous allez chercher un bulletin, un formulaire, vous remplissez, vous demandez la désignation d'un avocat et cet avocat-là vous n'aurez rien à payer. Bon, là, vous avez des revenus, je ne sais pas, si vous dépassez un certain montant, vous n'aurez pas cette aide-là, vous l'aurez à 50%. Mais je pense que c'est peut-être le moment de vous rapprocher d'un avocat pour qu'il vous accompagne sur ce dossier-là. D'accord. Voilà. Merci. Une question, ce sera la dernière.